Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédot, Clément Arion. C'est le rendez-vous inchangé depuis le début de ces Jeux. On vous fait vivre le sport dans tous ses états avec le camarade Clément Arion. Bonjour Clément. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le sommaire de cette émission, décidément, on ne s'arrête jamais. Encore un programme chargé. Encore un programme chargé, un beau programme. On parlera de la médaille du courage pour Tiffany Huot-Marchand. C'est une ancienne athlète de patinage de vitesse. Elle avait participé aux JO d'hiver en 2018. Une grave chute en 2022 qui lui a fait devenir tétraplégique et finalement elle a couru pour le marathon. Pour tous, on sera avec elle dans quelques instants. On va aussi parler du ticket de métro, toujours au tarif olympique. Vous l'avez peut-être remarqué, Maxime, ça veut dire en prenant 4 le métro. euros le ticket. Toujours 4 euros le ticket. On en discutera avec Bernard Gobitz, vice-président de la FNA-UT en Ile-de-France et pour Ile-de-France Mobilité. Et puis on fera un petit retour d'expérience d'une volontaire de ces Jeux Olympiques. On sera avec Julie, donc, qui était volontaire et étudiante. Et tout de suite, on est avec Gilles Gansman pour parler médias, pour parler... Je vais négocier le chapeau avec Julie. Exactement. Je vois si elle va me vendre sa tenue. Voilà, spécialiste Bonjour Gilles, merci d'être là. médias pour Sud Radio. Alors on va parler un petit peu de ces audiences des Jeux Olympiques. Elles ont été visiblement très bonnes. Alors moi je vous ai amené plein de chiffres et des chiffres qui vont vous étonner. Alors petit rappel que vous connaissez tous ou presque, 24 millions pour la cérémonie d'ouverture. Pour vous donner une indication, lorsqu'on prend Joséphine Ange Gardien, ça fait entre 5 millions, enfin quand c'était au top de chez Top, ça fait 5 millions de parts de marché. Un Danse avec les stars qui marche, ça fait entre 3 et 4 millions. Ouais, j'étais 20h de TF1 dans les bonjours, ça fait 5 millions. Voilà, donc pour se donner les émissions pour de carton. Pour se donner une référence. Ouais. Là, ça a fait 24,4 millions de téléspectateurs. Énorme. Mais c'est pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant est la part de marché, 83,1. Ça veut dire que 8 Français qui regardent la télévision, 10 Français qui regardent la télévision, 8 regardaient France 2 et la cérémonie d'ouverture avec une part de marché assez incroyable. Et à quel moment il y a eu une pointe d'audience sur la cérémonie? Ça a été pour Léon Marchand, je crois, non? Non, sur la cérémonie d'ouverture. On va y arriver. Céline, 29 millions. 29 millions. Et 29 millions, ça correspond à quoi? Eh ben, ils ont battu le record de toutes les audiences qui étaient détenues par le match de la Coupe du Monde Argentine-France. Et c'était le 18 décembre 2022. Quelle culture. Et sinon, la cérémonie de clôture, elle a énormément marché, même si, en règle générale, les cérémonies de clôture fonctionnent un peu moins. Et puis là, les gens étaient déjà partis un petit peu plus en vacances. Ça a fait 17,1 millions. C'est colossal. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, la cérémonie d'ouverture, c'est la plus grosse audience dans l'histoire de la télévision. C'est énormissime. Énormissime. Absolument. En moyenne, 57,6 millions de Français ont suivi les Jeux Olympiques. 57 millions. 53,6 de moyenne de part de marché pour les chaînes de France TV. Au début des Jeux Olympiques, il y avait eu un petit SMS de TF1 assez perfide qui avait écrit profitez bien des audiences France Télévisions. Les Jeux Olympiques à Paris, c'est que tous les 100 ans. Voilà, donc ça c'est une façon de dire qu'on va vite courir après. Mais ce qu'il faut dire aussi aux auditeurs, c'est que c'était la toute première fois que l'intégralité des épreuves était diffusée. Absolument, sur les chaînes du service public, France 2, France 3. Ça a été une vraie question, parce que quand on est service public, on doit aussi proposer des programmes à ceux qui n'aiment pas le sport, à ceux qui ne sont pas intéressés par les Jeux Olympiques. Bon, quand vous faites 80% de part de marché, ça va à l'encontre de ce que je raconte, mais la matinale aussi qui porte France 2, Télématin a battu des audiences records, c'est-à-dire que tous les programmes ont réussi à s'accorder. Tous les journaux de 13h et tous les journaux de 20h ont battu ceux de TF1. C'était du jamais vu, mais parce qu'ils ont eu aussi l'intelligence de mettre au Trocadéro le studio et puis surtout d'inviter à chaque fois les médaillés. Tiens, puisque je vous parle des médaillés, le pic de 14 millions de téléspectateurs à la 4e médaille de Léon Marchand. C'était 14 millions. 14 millions, énormissime. Et oui, pic de 13,5 millions pour le doublé, 11,6 millions pour le
rugby à 7. Ouais, Ça aussi, c'était très important. Et alors, le chiffre impressionnant aussi, c'est 38 millions de vidéos vues sur France TV. 138 millions. Et il y a autre chose qui a très bien marché, avec 5 millions de vues sur le site de la Polynésie française et 12,8% par marché. La compétition de surf, c'est Le ça? surf, Le ça a surf avec la cartonné. photo Ouais, en pleine extraordinaire, nuit. bien sûr, Et le suspendu surf, au-dessus ça a de l'eau. Même en pleine nuit, quoi. On va parler un peu brousouf, je vous propose. D'après vous, quel est le spot le plus cher de cette compétition? Le spot, c'est-à-dire à combien on a payé pour... Oui, pour 30 secondes de publicité. Je crois que c'était quelque chose de colossal. C'était 120 000 ou 150 000, c'est pas ça? C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. On est jusqu'à combien? 500 000 Moi, Moi, je suis non, en c'est train de faire 200 000. le juste prix. 200 000. Je Allez, suis prêt 200 pour 000. M6. Beaucoup plus. 300? 320 250 euros pour uniquement 30, c'est presque les tarifs de Sud Radio, hein. Pour 30 secondes de publicité. C'était un spot pour la caisse d'épargne. Il y a eu pour ces Jeux Olympiques un truc incroyable que je vais vous raconter. 106 annonceurs, 2856 spots diffusés. Pour 130,8 millions. Ça veut dire que pour la première fois, France Télévisions a remboursé son achat. Mais alors, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que la succession de chiffres que vous annoncez, que ce soit des audiences colossales, que ce soit passionnant. Aussi, mais ça, il faut que l'auditeur s'en imprègne. Non, mais c'est ça qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de vous écouter en saison chaque matin, décortiquer les audiences, mais là, ça veut dire qu'il y avait le risque de ne pas être rentable parce que c'était on va dire un budget qui avait été colossal pour France Télévisions. A donné Combien? une fourchette d'achat en disant que c'était entre 100 000 et 150 000. Vous imaginez qu'en publicité, ça a déjà rapporté 130 000 avec les à côté, avec le fait qu'il y a eu une dynamique sur la chaîne d'audience. Vous savez, les gens, ils sont pas habitués d'habitude à appuyer forcément sur France 2, France 3 ou France 5. Et donc ça a été très important. Pour vous donner une idée, donc ça a rapporté 130 millions et Tokyo, ça avait rapporté 17 millions en publicité. C'est énormissime. Donc vous voyez la différence. Je continue mon petit quiz, j'ai presque fini. Quel est le premier annonceur qui a investi le plus d'argent durant ces Jeux Olympiques? Il y avait LVMH qui était au top, non, pour la publicité. Ça, c'est un sponsor inclus des JO. Des JO, ça va pas dans la poche de France Télévisions. Et Ça va dans la poche des JO. C'est qui a garni alors la poche? Apple a été le premier annonceur. Ils ont investi 10,8 millions durant ces Jeux Olympiques. Pourtant, on a parlé de Samsung avec les téléphones. Oui, mais ça, en fait, c'est des sponsors. Okay. Et les sponsors, c'est inclus dans le budget. Dans le budget. Le deuxième, c'est Procter & Gamble, c'est vos lessives, etc. Et le troisième, plus surprenant, avec 10 millions, c'est Renault. Renault, enfin une marque française, j'allais dire. Bon. Une marque française. Et puis, on va regarder 30 secondes du côté des États-Unis. 30 millions de téléspectateurs sur NBC. NBC n'a jamais vu un score comme ça. Il y a eu vraiment un coup de cœur parce que pour eux, il y avait le décalage. Nous, c'était 20h, mais pour eux, c'était 3-4 heures du matin. Je peux pas vous dire quelle heure parce que les États-Unis sont tellement larges. Oui, c'est ça. Alors là, si je vous fais toute la côte, mais on sur est là NBC, en plus, les commentaires étaient dinguissimes. On a vu beaucoup de reprises de ça sur les réseaux sociaux, ils étaient impressionnés. Et le chiffre de dingue, il y a eu en streaming sur le site de NBC 23,5 milliards de minutes. Wow. De streaming. De milliards de minutes. 23,5 milliards de minutes de streaming sur le site de NBC. Bref, pour tout vous dire que les Jeux Olympiques ont été un vrai succès. Et on va désormais parler ensemble des Jeux Paralympiques. C'est ce que j'allais vous dire. On peut pas vous quitter, mon cher Gilles, en disant non, mais c'est quoi les espoirs? On parlait de fourchette. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'ils avaient déjà rentabilisé les Jeux Olympiques. Ça veut dire que tout ce qui va être en annonceur et en publicité, voilà, pour les Paralympiques. Que du bénéfice. Donc c'est une opération incroyable pour France Télévisions. Incroyable. Mais on parlait des Jeux Paralympiques. Il y a beaucoup la question des audiences. On a même vu des émissions comme celle de Léa Salamé. Quel jeu atteindre des pics à 4 millions de téléspectateurs. Elle a décidé. Mais sur France 3. Alors ça va alterner. France 2, France 3. France 2, France 3. Mais alors, est-ce qu'on peut s'attendre à, on va dire, à un tel rassemblement de Français devant leur télévision pour les Jeux Paralympiques, selon vous? Il y aura deux clés.
la cérémonie d'ouverture qui a vraiment lancé ces Jeux Olympiques. Enfin, les 3 clés même. La deuxième, c'est les médailles. Dès qu'il y aura des médaillés français, les gens se passionnent. Personne, Léon Marchand, même si c'était un peu connu dans le milieu sportif, n'était pas aussi populaire. C'était pas la star de maintenant. Qu'il est devenu. Même chose avec le rugby ou d'autres noms qui sont apparus. Donc ça, c'est une clé. Et une autre clé qui va être, je pense, très importante à prendre en compte, c'est les gens qui ont envie de continuer cette trêve. Les gens qui ont continué envie d'être heureux et de se dire « Oh là là, ça nous manque les Jeux Olympiques ». Mais derrière, il faut que ça prenne. C'est-à-dire qu'il faut que derrière, il y ait du champion, de la compétition et que ça fonctionne. Et qu'il y ait du challenge. Et qu'il y ait du challenge. Mais je pense que le fait que ça soit 24 heures sur 24, ça vous donne aussi le fait de pas avoir le choix en fait. C'est-à-dire sinon vous allez vous rattraper Camping Paradis. Que ça, c'est ça les rediffusions. Vous nous avez fait des fois gros, et puis qui est plus gros, et puis qui est encore gros, et puis on suit plus rien à ce qui se passe. Vous nous avez fait quelques devinettes. À moi de nous en faire une avant vous quittiez, mon cher Gilles Gansman. Combien d'audience pour la cérémonie d'ouverture sur France Télévisions des Jeux Paralympiques? Pronostic. Moi, je pense qu'elle va cartonner parce qu'elle est en extérieur. Vous savez, qui remonte les Champs-Élysées. Ouais. On a eu quelques intervenants justement dans cette émission qui nous ont expliqué le déroulé dingue. Je pense que ça va être assez intéressant. On va tabler 15 millions. Allez, le 15 millions, les paris sont losés, merci beaucoup. Et un dernier chiffre. Allez-y, le 2, pour clôturer. 2 septembre, autour de l'émission Média, 10h45. Évidemment, vous retrouverez les fauteuils. Merci beaucoup, Gilles Gansman, spécialiste média Sud Radio, d'avoir été avec nous. On reste en compagnie de Clément Harion et de votre humble serviteur sur Sud Radio pour accueillir la médaille du courage pour Tiffany Huot-Marchand. C'était une ancienne athlète tétraplégique et pourtant, elle a fini le marathon pour tous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Harion. Et on ne vous lâche pas, même un 15 août, et la personne qui ne vous lâche pas, parce que vous l'entendez le matin, vous l'entendez le midi, vous vous demandez quand est-ce qu'il dort, mais nous aussi, on se pose la question. Bonjour Jules, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, moi aussi je me demande quand est-ce que je dors. Parce que, une fois n'est pas coutume, on en parle, parce qu'il y a encore eu une polémique, mon cher Clément. Oui, cette polémique au Botswana, elle fait suite à une proposition surprenante de l'État pour récompenser son champion olympique. Ouais, tout à fait Clément, et la requête ne plaît pas à tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que les athlètes médaillés reçoivent généralement une prime de la part de leur pays. Eh bien, figurez-vous que le gouvernement du Botswana demande à ses citoyens une contribution pour récompenser Letsil Tebogo, récent champion olympique du 200 mètres à Paris. C'est donc aux compatriotes de payer sa prime de médaille. C'est en tout cas le souhait du gouvernement botswanais qui explique dans un communiqué que c'est un moyen pour les citoyens d'honorer les athlètes en contribuant à récompenser nos champions. Et qu'est-ce qu'ils disent les Botswanais? Ils sont du même avis ou pas? Pas vraiment, et ça se comprend. Est-ce que vous auriez envie de payer la prime de Léon Marchand, Pauline Ferrand-Prévôt ou Teddy Riner? Oui. Voilà, les Botswanais s'indignent et sont pas forcément d'accord. Et sur les réseaux sociaux, on peut lire des plaintes. Nous payons déjà des impôts, donnez à nos champions l'argent du gouvernement. Et un habitant qui va même plus loin et qui suggère que le gouvernement montre l'exemple avec un don de 25% de son salaire. Les citoyens soulignent également le taux de chômage élevé chez les jeunes ou les récentes réductions des dépenses publiques du gouvernement. Et du coup, qui va payer pour récompenser Tebogo? Pour le moment, on ne sait pas trop. La proposition de l'État tient toujours. Et en fait, tout le monde n'y est pas fermé. Il y a un Kényan, même pas un Botswanais, mais un Kényan qui se dit prêt à soutenir financièrement Tebogo et l'équipe d'athlétisme du Botswana. Il déclare sur les réseaux: ouvrez les fonds à tous les Africains, je veux y contribuer depuis le Kenya. On va vous rappeler, Tebogo, il est devenu le premier athlète de l'histoire à s'adjuger l'or olympique sur le 200 mètres, premier athlète africain, explosant au passage le record d'Afrique sur la distance en 19 secondes 46 à seulement 27 centièmes du record du monde du Jamaïcain Usain Bolt. C'est dire la performance. Incroyable. Nous, le prix des sportifs, alors sont versés directement. On n'a pas un impôt prime au sport, mais comme c'est de l'argent de l'État qui leur est distribué, c'est indirectement nos impôts qui les financent. Seulement, on n'a pas eu un discours de Bruno Le Maire nous disant bon, voyez tous les médaillés en or, là, on va créer une taxe olympique. Là, je pense en effet que ça aurait, on va dire que ça aurait pour changer râler dans ce beau pays qu'est la France. Merci beaucoup, Jules. Dans ce beau pays qu'est la France, on a aussi des parcours totalement hallucinants, notamment le vôtre, Tiffany Huot-Marchand. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes une ancienne athlète de patinage de vitesse. Vous avez participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang, et à ceux de 2022 à Pékin. Et en octobre 2022, une grave chute a mis un terme à votre carrière et vous deviendrez tétraplégique sur le coup avec la moelle épinière atteinte. Mais aujourd'hui, vous êtes clairement notre médaille d'or du courage dans cette émission parce que vous n'avez jamais rien lâché. Vous avez suivi une rééducation jusqu'à réussir à terminer le week-end dernier le marathon pour tous. Oui, c'est sûr que c'était incroyable. Je suis assez fière de tout le parcours que j'ai fait depuis ce 9 octobre 2022. Ça a été loin d'être simple, mais je suis de nouveau sur mes jambes et puis comme vous venez de le dire, j'ai terminé mon premier marathon. Donc ça rajoute un cran à cette histoire assez incroyable. Petit retour en arrière, donc le 9 octobre 2022, vous avez été victime d'une chute qui a mis un terme à votre carrière, Maxime l'a dit. On vous a dit que vous ne pourrez plus jamais remarcher. Exactement. En fait, j'étais donc tétraplégique. J'ai eu une fracture de la cervicale 5 avec une atteinte à la moelle épinière. Et à ce moment-là, on m'a annoncé que je ne remarcherais probablement plus jamais. Et puis 10 jours après, j'étais sur pied. Je marchais tant bien que mal avec un déambulateur. Je ressentais pas mes jambes, mais j'étais debout. Et les médecins n'en revenaient pas. Ils m'ont clairement considérée comme une miraculée. Et vous êtes donc, oui, une miraculée, on l'a dit. Et en 2 ans, vous avez donc repris la course à pied. Vous avez tenté aussi de reprendre le patinage de vitesse ou pas du tout ? C'était un souhait de ma part. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivée durant toute ma rééducation. Mais malheureusement, le verdict médical est tombé et on ne m'a pas autorisé à reprendre le sport de haut niveau. Ça a été vraiment difficile pour moi, mais voilà, je refais d'autres défis sportifs et puis je m'épanouis dans d'autres domaines. Et pour la course à pied, du coup, vous aviez le droit jusqu'à faire donc ce marathon. Vous l'avez préparé en 2 ans, j'imagine. J'ai voulu le préparer en 2 ans, mais ça a pas vraiment été préparé sur 2 ans, bien moins que ça même. Puisqu'en janvier dernier, j'ai eu un pneumothorax et je me suis fait opérer d'un pneumothorax. Donc je dirais plutôt que je l'ai préparé sur 4-5 mois plutôt que sur 2 ans. Puisque même avant ça, durant ma rééducation, je pouvais pas gambader comme je le fais maintenant. Mais Tiffany Huot-Marchand, pour qu'on comprenne, tout à l'heure vous nous avez parlé de la rééducation et de votre mental impressionnant, on le constate tous. À quoi vous pensiez tous les matins en vous levant pour trouver la force déjà on va dire de vous rétablir à cette vitesse-là et de continuer à vous mettre des challenges sportifs? Exactement. Durant cette rééducation, je m'étais fixé 3 objectifs, 3 promesses: de remarcher, recourir et repatiner. Donc c'est ce qui m'a motivée tout au long de ma rééducation. Je me suis fait comme un planning d'entraînement avec des objectifs très clairs. Et puis au fur et à mesure, je cochais les cases. Malheureusement, la dernière case n'a pas pu être cochée, celle de repatiner, mais je perds pas espoir. Peut-être qu'un jour, je pourrais de nouveau remettre mes patins par exemple sur un lac gelé ou qui nécessitera pas d'avoir une assurance et d'aller dans une patinoire. Et à partir de quel moment est venue cette idée donc de participer au marathon de Paris? Je crois que Tony Estanguet, vous avez gardé une petite place. C'est bien ça? Exactement. J'ai reçu une vidéo quelques jours après mon accident. J'étais donc vraiment tétraplégique. J'avais encore pas bougé un orteil quand j'ai reçu la vidéo de Tony Estanguet qui me disait que justement j'aimais les défis, j'aimais qu'on me mette un peu des challenges et du coup il m'a gardé ce dossard en me donnant le défi de me relever pour courir le marathon pour tous. Vous l'avez revu après, Tony Estanguet, après le marathon? Je l'ai pas revu après puisque j'ai terminé assez tard et puis tout s'est un peu passé dans la course. C'est clairement un cas. Enfin, c'est vraiment ce qu'on peut dire. Et puis, mais non, mais en fait, on s'est écrit après le marathon. Et qu'est-ce qu'il vous a écrit? Que c'était moi que je devais remercier et féliciter. En gros. Gilles Gansman a une question. Oui, j'en ai même 2. Est-ce que, puisque vous parlez d'écriture, est-ce que les médecins qui vous ont dit que vous ne remarcheriez plus, vous ont envoyé un petit SMS quand même pour vous féliciter de la médaille? Non, du tout. Et puis, je me suis fait opérer aux Pays-Bas, donc donc j'ai pas vraiment eu de contact avec mon chirurgien depuis ce 9 octobre. Mais le centre de rééducation de Saint-Genis-Laval, oui, ils sont très présents. Et puis, de toute façon, j'ai un suivi à vie
avec un traitement assez lourd, donc je les vois régulièrement. Mais comment c'est comporté, pardonnez-moi Gilles, le milieu du sport avec vous? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu, on va dire, une solidarité naturelle, ou alors est-ce que malheureusement, suite à des accidents comme ça, il y a un défaitisme qui s'empare de tout le milieu du sport? Il y a beaucoup de compassion, mais très peu d'encouragement à se surpasser totalement. En dehors, Tony Estanguet, évidemment. Dans le milieu du sport en général, cette histoire a fait quand même beaucoup de bruit. J'ai reçu vraiment une vague d'amour et de bienveillance. Après, c'est certain que ça s'atténue un peu au fur et à mesure. Et puis, on est surpris dans tous les sens du terme, d'un côté comme de l'autre, dans le monde du sport. Il y a France Télévisions qui s'intéresse à votre histoire pour faire un téléfilm. Est-ce que c'est arrivé jusqu'à vos oreilles? Et est-ce que c'est quelque chose où vous aimeriez vous impliquer, ou c'est pas encore arrivé jusqu'à vos oreilles? Non, j'étais pas du tout au courant. J'ai France Télévisions qui m'avait suivi justement. France 2, ils m'ont suivi durant ma rééducation. Ça a été juste incroyable parce que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à me relever. Et puis l'équipe autour de ces 2 reportages a été totalement folle, totalement bienveillante, et je les remercie aussi pour ça. Vous verrez en coulisses une petite information à ce sujet. Il y aura peut-être un petit téléfilm sur vous. Voilà. Finalement, on n'a pas parlé de votre course, de ce marathon. Tout s'est bien passé. Les jambes, comment vont les jambes aujourd'hui? Ça a été merveilleux. C'était une expérience unique et inoubliable. Mais je vais pas me mentir non plus, ça a été terriblement dur. J'imagine. Je me suis quand même posé la question au bout du 14e kilomètre si j'allais aller au bout, parce que j'avais des douleurs tellement fortes que je me demandais, des douleurs neuropathiques et des douleurs aussi autres que physiques, on va dire. Et vous avez tenu? Oui, ça a été difficile, mais je me suis dit, je me suis pas donné tout ce mal pour arrêter maintenant. Et puis ce qui reste ma plus grande force, ça reste quand même ma tête. Donc ça a fait un transfert corps-tête à un moment donné. Et puis voilà, on a franchi cette ligne d'arrivée. Merci beaucoup Stéphanie Huot-Marchand, ancienne athlète de patinage de vitesse qui nous avait clairement livré une leçon de ténacité et de courage qui a été absolument exemplaire. C'est ça aussi le sport dans tous ses états sur Sud Radio. C'est des exemples de courage, mais aussi de lâcheté, et notamment de lâcheté politique, parce que le prix du ticket de métro, on nous avait dit vous inquiétez pas, il reviendra à 2 €. Ouais, ben enfin pour l'instant, quand on va à la petite machine, on prend un ticket de métro, c'est toujours 4 €. Alors forcément, ça fait discuter. Vous êtes sur Sud Radio et on se parle vrai dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Et nous sommes toujours ensemble en direct sur Sud Radio pendant ce 15 août, les Jeux Olympiques dans tous leurs états, avec le camarade Clément Arion, et juste d'aborder le sujet, on va dire, qui est au cœur de toutes les discussions parisiennes. On vous retrouve, Jules, le fil rouge, comme je vous le dis en permanence, de cette émission et même de cette radio, Clément. C'est vrai, c'est comme ça on qu'on retrouve qualifie. encore une fois Jules Boscherini pour continuer de parler de l'actualité des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et il y a une annonce d'un champion olympique qui fait saliver Jules. Ouais, c'est une annonce et un défi en même temps. C'est Armand Duplantis, récent champion olympique et détenteur du record du monde en saut à la perche, qui va affronter un sprinter. Dans un message publié sur X, le Suédois annonce le rendez-vous avec cette photo en mode combat de MMA. Et alors, quand et surtout contre qui va courir le perchiste? C'est le 4 septembre que doit avoir lieu la course, et c'est le Norvégien Karsten Warholm qui pose sur la photo aux côtés de Duplantis. Pour rappel, il est juste son adversaire, le Norvégien, champion du monde de 400 mètres et détenteur du record du monde sur la distance en 45 secondes 94. Ouais, c'est quand même un sacré client pour Duplantis. Ouais, il est effectivement possible que ce soit difficile pour Mondo, mais l'idée lui trotte dans la tête depuis un moment déjà. En 2023, à l'occasion du meeting de Zurich, il déclare même « J'aimerais bien courir contre Karsten, ce serait fun, et je fais pas mal de séances de sprint au printemps ». Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que le Suédois est challengé pour une course. En 2022, l'une des reines du 100 mètres, la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Price, lui adresse ce petit mot lors d'une conférence de presse. « Quel chrono penses-tu être capable de faire sur 100 mètres contre moi ?» Réponse tout en assurance de Duplantis: je te battrai. Je vais d'ailleurs terminer avec ce chiffre, 10,57. Maxime, Clément, vous savez à quoi il correspond? C'est 10,57, c'est un temps pour un coureur du 100 mètres. Eh bien, selon nos confrères de l'équipe, c'est le record personnel détenu par Armand Duplantis sur 100 mètres. Son adversaire affiche, lui, un chrono de 10,49. Aucun doute, il y aura bel et bien match. Ouais, il faut rappeler à la perche quand même que la vitesse est très importante. C'est pour ça que Armand Duplantis va visiblement très vite sur 100 mètres. On suivra ça, Jules. Merci. Merci beaucoup, Jules. Et de toute façon,
façon, on vous retrouve tout à l'heure pour une dernière critique, parce que comme je l'ai dit, Jules ne quitte jamais ce studio, même quand vous ne le voyez pas à la caméra, il rôde autour. Il y a une rumeur qui rôde également dans le métro parisien, c'est le potentiel risque que finalement, quand on voit comment ça marche, le fameux ticket de métro, mon cher Clément, ne repasse pas tout de suite au prix que nous avait pourtant promis Valérie Pécresse, c'est-à-dire 2 €. Et oui, depuis le 20 juillet, le ticket de métro est passé de 2,15 €, soyons précis Maxime, à 4 €. Il n'y a pas de petites économies. Cette augmentation doit durer jusqu'au 8 septembre, à la fin des Jeux paralympiques. L'hypothèse de revenir à des tarifs normaux entre les JO et donc les Paralympiques a été examinée, mais n'a finalement pas été retenue. On va en parler avec Bernard Gobitz, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports en Île-de-France. Bonjour Bernard Gobitz. Oui, bonjour. Alors pourquoi être resté pendant cette petite trêve, cette mini trêve olympique, pourquoi être resté sur ces prix, 4 € le ticket de métro ? Eh bien, il faut savoir d'abord que les renforts d'offres qui ont été assez considérables durant les Jeux Olympiques et qui le resteront aussi pour les Jeux Paralympiques ont un coût. Les fréquences des métros ont été augmentées, des RER aussi, ainsi que le Transilien, et puis beaucoup de personnel a été mis en place, ce qui a contribué en grande partie au succès des Jeux Olympiques. Bon, toutes ces mesures qui sont nécessaires, qu'on a approuvées, ont un coût, et le coût a été estimé à environ 200 millions d'euros. Ces 200 millions d'euros devaient être payés initialement par le comité olympique, qui finalement a refusé. Donc il a bien fallu trouver quelque part des recettes pour pouvoir payer ces surcoûts. Voilà. Mais cette offre, elle est réduite pendant les 2 semaines où on n'a pas de Jeux Olympiques. Là, elle revient à la normale. On fait quand même payer les Parisiens. Alors effectivement, donc il était possible effectivement de faire payer plus cher, donc non pas les Parisiens, mais les voyageurs en général, et essentiellement les touristes, parce que cette augmentation de prix ne porte que sur les billets individuels, elle ne porte pas sur les passes Navigo, qui est le type de transport qui a déjà augmenté il y a quelques mois, utilisé par les Franciliens. Voilà. Donc il est possible effectivement de faire une hausse de prix durant uniquement les Jeux Olympiques, puis durant les Jeux Paralympiques. Bon, il y avait 2 conséquences. D'une part, on complexifiait beaucoup donc la tarification, puisqu'il y avait des pics de tarifs, puis des baisses, etc. Et par ailleurs, ça diminuait aussi donc les recettes. Il aurait fallu donc augmenter encore plus le prix du billet individuel pour compenser le fait qu'entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il n'y avait pas d'augmentation. Donc ce qui a été décidé, et nous l'avons pas désapprouvé, je dirais, c'est qu'il y a une hausse homogène depuis le début des Jeux Olympiques jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques. Donc le billet individuel double le prix, effectivement. Mais par contre, comme je disais, les passes Navigo, qui sont essentiellement les transports des Franciliens, eux ne bougent pas. Mais pour un touriste qui vient et qui prend un carnet de tickets, le prix reste le même. Un carnet de 10 vaut 40 €. Tout à fait, mais je veux dire qu'un touriste qui vient à Paris faire du tourisme, assister aux Jeux Olympiques, qui dépense un billet d'avion, des billets, des prix assez exorbitants pour les hôtels et tout ça, peut-être payer un peu plus cher son billet de métro. Ça nous paraît pas excessif. Oui, mais est-ce qu'on peut vous savez qu'on peut aussi vous rétorquer l'inverse, à savoir qu'il y a peut-être des gens qui depuis des années attendent avec impatience les JO, qui ont mine de rien un budget très serré, qui arrivent à Paris, qui espèrent avoir un petit hôtel en banlieue, pouvoir prendre le métro. Ils sont une famille de 4 et ils s'aperçoivent que c'est 40 € les 10 tickets, ce qui est colossal dans un budget. Aussi, ça plus le restaurateur du coin, s'il est malin, qui a voulu augmenter de 30%, on en a parlé ici sur Sud Radio, son steak frites, à la fin, votre budget explose. Oui, c'est un choix qui a été fait, effectivement. Alors, c'est un choix qui n'est pas parfait, parce qu'il n'y a pas de choix parfait. Il a été décidé, effectivement, de viser plutôt les touristes, plutôt que les Franciliens. S'il y avait une solution parfaite, elle serait mise en place. C'est pas le cas, mais ça nous paraît être une côte mal taillée, qui est plutôt pas trop mal taillée, et on l'a accepté. Et je prends un autre exemple, un étudiant qui arrive à Paris pour la rentrée, on sera en plein Jeux Paralympiques, il devra donc payer aussi son ticket de métro 4 € s'il n'a pas son pass Navigo, etc. On peut quand même dire que c'est une décision quand même difficile à accepter, je pense, pour certains.
Pour un étudiant qui arrive à Paris, effectivement, le mieux c'est qu'il achète un pass Navigo. Là, c'est clair, dont le prix est inchangé, plutôt qu'acheter des billets individuels. Le billet individuel, c'est pour les personnes qui se déclarent passent très peu ou qui viennent pour quelques jours à Paris. Donc la bonne solution, c'est le pass Navigo qui, lui, comme je disais, reste inchangé. Voilà. Et on est sûr qu'après le 8 septembre, le ticket du coup reviendra à 2,15 € à Paris. Eh bien, cette mesure a été prise effectivement pour une application du 26 juillet, premier jour des Jeux Olympiques, jusqu'au 8 septembre, dernier jour des Jeux Paralympiques. Et le 9 septembre, le billet individuel reviendra au prix initial de 2,15 €, comme je l'ai dit précédemment. Et Bernard Gobitz, vice-président de la FNAUT en Ile-de-France, pour qu'on comprenne bien, vous nous avez parlé de tout ce que vous avez mis en place durant cette période aussi pour les tarifs groupés, etc. Est-ce qu'on sait combien ça vous a coûté à vous et combien ça va vous rapporter d'avoir mis le billet à 4 €? D'abord, c'est pas à nous, parce que nous sommes usagers des transports comme vous. Donc, c'est Innovance Mobilité qui organise donc les transports en Ile-de-France, comme vous le savez. Bien sûr. Et c'est la RATP, la SNCF et puis d'autres qui mettent en place en fait les recettes. Donc, l'idée, effectivement, comme je vous le disais, c'est que le coût est de 200 millions d'euros. Nous verrons donc à la rentrée, effectivement, combien ces mesures ont rapporté. On peut espérer que les prévisions ont été correctes et que les surcoûts vont être absorbés par cette hausse momentanée. Donc normalement une certaine rentabilité à observer. Disons qu'il n'y a pas de perte, ça paraît souhaitable, effectivement. Et parmi vous, on va dire parmi tous les changements qui se sont opérés pendant ces Jeux Olympiques, on a beaucoup parlé des héritages, des choses qu'on allait devoir rendre pérennes. Est-ce que vous, il y a des choses qui vous apparaissent comme évidentes dans éventuellement le domaine des transports? Il y a des projets qui ont été accélérés, en particulier la ligne 14, qui maintenant a été prolongée. Et très appréciée des usagers. Voilà, très apprécié, effectivement, oui. Donc, prolongé au nord jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, prolongé au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly. Donc, là, le travaux ont été accélérés et elle a été mise en service au mois de fin juin, je crois. Et c'est une très bonne chose. Mais il y a eu d'autres choses aussi qui ont été mises en service, comme le prolongement du RER E à l'ouest, jusqu'à Nanterre. Bon, qui n'était pas indispensable pour les Jeux Olympiques, mais qui apportera un gros progrès, donc aux Franciliens, ainsi que le T3, le tram T3, prolongé jusqu'à la Porte Dauphine. Enfin, beaucoup de choses ont été non pas décidées pour les Jeux Olympiques, mais ont été un petit peu accélérées pour que ce soit opérationnel durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, c'est ça. C'est aussi finalement les JO ont été un vrai accélérateur pour développer un petit peu les transports parisiens, notamment dans les banlieues aussi. Ça a été un accélérateur, oui. Ça n'a pas été. C'était des projets qui étaient déjà là avant, mais qui ont été accélérés. Oui, des projets ont été accélérés, effectivement, oui. Et tout à fait, c'est une bonne chose. Et dans le domaine des transports, j'imagine aussi que vous avez dû vous adapter pour les Jeux paralympiques qui arrivent dans quelques jours. Là aussi, j'imagine qu'il y a des efforts que vous avez dû faire ou des investissements qui vont rester pérennes pour la suite. Alors, il est certain que pour les Jeux paralympiques, il y a une organisation particulière qui a été mise en place, en particulier un parc de 200 autobus adaptés pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, roulants et autres. Nous verrons si ces mesures ont été efficaces lorsque les Jeux se dérouleront. Et de manière générale, le réseau de transport public en Ile-de-France s'adapte petit à petit aux personnes à handicap, bien sûr, sachant qu'il ne sera jamais parfait, puisque une bonne partie du réseau, le métro en particulier, a été conçu il y a plus d'un siècle, à une époque où malheureusement on ne s'occupait pas des personnes ayant ces difficultés. Merci beaucoup Bernard Gobitz d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la FNAUT en Ile-de-France et vous êtes occupé de tous ces transports. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio. Encore un quart d'heure en direct. On retrouvera le camarade Jules, mais aussi la couverture le retour d'expérience d'une volontaire, parce que vous le savez, ces grands Jeux Olympiques ont été un immense succès grâce aux volontaires qui se sont mobilisés dans les transports, aux alentours des infrastructures. Partout. Vous y étiez, vous Clément, ils étaient partout dans les bus, devant les lieux de compétition, toujours à indiquer la bonne solution. Incroyable. C'est grâce à eux qui se sont aussi en grande partie aussi bien déroulés. C'est sur Sud Radio que ça se passe et c'est dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Et dans la dernière ligne droite, pour être sûr justement qu'il n'y ait pas de dérapage, on retrouve le camarade Jules, Clément.
Exactement, c'est le moment de remonter le temps avec vous, Jules Boscherini. Tous les jours, vous nous parlez d'une performance qui a marqué les paras. Ouais, direction la piste d'athlétisme. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Ce sont les Jeux paralympiques de Rio. C'est le moment que choisit Marie-Amélie Le Fur pour écrire un peu plus l'histoire. Marie-Amélie Le Fur va en tout cas sortir en tête. Bensussan qui n'est pas loin. Est-ce que l'Allemande a la capacité de venir gêner Marie-Amélie? C'est pas impossible, l'Allemande qui donne tout ce qu'elle a, mais Marie-Amélie résiste. Malia, elle est en train de se grappiller centimètre par centimètre, mais ça ne suffira pas. Elle va terminer, Marie-Amélie. Elle termine en 59-28. Oh, que ça a été difficile la fin. Personnel. C'est un nouveau record du monde surtout. Vous l'avez entendu avec les commentaires de France Télévisions, le record du monde et la médaille d'or de la Française en finale du 400 mètres en 59 secondes 28. C'est la 3e médaille d'or paralympique pour Amélie Le Fur, sacrée 2 jours auparavant lors de l'épreuve du saut en longueur. Mais ce qui rend sa performance encore plus spectaculaire, c'est que celle qui est amputée de la jambe gauche depuis ses 15 ans est déjà détentrice du record du monde à l'époque. C'est donc son propre temps qu'elle améliore et ce n'est même pas la première fois. Vous voulez dire qu'elle a battu le record du monde à plusieurs reprises? 3 fois précisément. En 2014, lors des championnats d'Europe à Swansea avec un temps de 1 minute, 1 seconde et 41 centièmes. En 2015 à Doha pour les mondiaux en 59 secondes 30 et donc en 2016 lors des Jeux de Rio. Mais c'est peut-être la performance de 2015 qui est la plus impressionnante. À cette occasion, celle qui est aujourd'hui présidente du comité paralympique et sportif français devient la première athlète handisport féminin à passer sous la barre symbolique de la minute. On peut dire que c'est une légende, d'après ce que vous me dites, Jules. Ouais, c'est en tout cas la 2e Française la plus titrée aux Jeux paralympiques. Elle dispute aussi ses derniers Jeux à Tokyo en 2021. Au total, elle remporte 9 médailles en 4 participations, 3 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Et oui, c'est elle qui a même annoncé l'objectif de top 8. Maxime, pour ces Jeux paralympiques, on y croit. Mais bien sûr qu'on y croit. Et d'ailleurs, on va s'intéresser avant les Jeux olympiques à ce bilan. Mais ils seront présents aussi au moment des Jeux paralympiques. Merci beaucoup, mon cher Jules, vous qui êtes là depuis tôt le matin. Merci de nous avoir accompagnés dans cette dernière ligne droite des Jeux olympiques dans tous leurs états. Mais il y a eu en effet des volontaires, beaucoup de volontaires, plus de 45 000. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Alors Julie, vous êtes étudiante et vous avez été volontaire pendant ces Jeux Olympiques. Pour commencer, quelle était votre mission ? Alors ma mission pendant ces Jeux Olympiques, donc elle a commencé le 12 juillet dernier, c'est d'accueillir l'ensemble des délégations présentes pour les Jeux en fait à l'aéroport Charles de Gaulle. Directement depuis l'aéroport. Ouais. Depuis l'aéroport. Oui. Et donc vous, bim, rentrez dans le bain immédiatement. C'est ça. Ok, et vous êtes étudiante en quoi, Julie ? Alors, je viens de finir un BTS en gestion d'entreprise en alternance. Donc, on peut pas dire que tout de suite, votre compétence soit d'aller accueillir des athlètes internationaux au beau milieu d'un aéroport. C'est ça, on a eu des jours de formation aussi avec Paris 2024 pour connaître l'aéroport et pouvoir avoir toutes les clés pour accueillir au mieux les athlètes. Mais comment vous est venue l'idée de vous dire, moi, pendant ces Jeux Olympiques, plutôt d'être au Club France ou dans mon canapé en train d'accompagner les athlètes avec des applaudissements et des encouragements, je vais aller m'engager, porter un petit gilet et me porter volontaire? Pour moi, je me suis dit que c'était l'occasion d'une vie. En fait, les Jeux en France, c'est une façon de pouvoir les vivre de l'intérieur. Et donc, dès que j'ai vu les appels à candidature, je me suis dit c'est le moment de se lancer. Et j'y ai été. J'ai pu être sélectionnée parmi les 45 000 volontaires sélectionnés pour l'ensemble des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, ça restera vraiment une expérience inoubliable. Et Julie, justement, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Moi, j'ai eu la chance de participer à ces Jeux Olympiques, d'aller voir les compétitions. Pour vous les faire vivre. Exactement, les volontaires étaient un peu partout. Il y avait aussi beaucoup d'ambiance. Comment vous avez vécu ça un petit peu? Racontez-nous. Il y avait vraiment une très bonne ambiance. Même nous, à l'aéroport, du coup, on était les premiers volontaires à être entrés en lice pour ces JO. Et vous aviez quoi, des banderoles? Alors non, nous, on était juste en uniforme, on n'avait pas forcément des banderoles. Mais on était là, présents avec les athlètes. Et c'est vrai que dès qu'il y avait un petit problème, ils étaient toujours souriants dans l'attente. Et un bon moment qu'on a pu passer avec des Mexicains, c'est ils chantent, ils dansent dans l'aéroport et donc ils nous prennent avec eux. Et, il y a vraiment toute cette ambiance tout le temps. Est-ce qu'il y avait une certaine consigne, d'avoir le sourire, de mettre cette ambiance-là, ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement, mais je pense que ça part de soi. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi ils sont là aussi. Et c'était un moment de fête en fait, tous ensemble. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir été un petit peu les stars de ces JO? Parce qu'on a beaucoup parlé des volontaires quand même. Les stars, pas forcément, parce que ça reste quand même les athlètes, mais on sait on est les stars cachées, et puis on a quand même eu un rôle très important
tout au long de ce mois de juillet. Vous vous êtes senti utile à ce point-là? Oui, vraiment. Mais on a beaucoup parlé de vous, Julie. Vous étiez volontaire pendant les Jeux Olympiques. Vous êtes étudiante à côté. On a aussi, mine de rien, beaucoup parlé des volontaires, mais dans une situation précaire, mine de rien. Oui, après j'ai la chance en fait d'être tirée d'un collectif départemental. D'accord. Ce qui fait qu'on a le logement et le transport qui, pour toutes les personnes de ce comité, qui a pu être pris en charge par le département de la Moselle. On les a beaucoup remerciés pour ça aussi. Parce que vous n'êtes pas du tout parisienne. Non, pas du tout. D'accord, donc vous venez de Moselle et donc vous avez dit je vais accompagner les JO. Et donc comment ça s'est passé, par exemple, ces dispositifs d'aide, comment ça s'est passé pour vous? Parce que mine de rien, pendant des semaines, vous étiez au cœur de la capitale, dans une ville que vous ne connaissiez pas et au cœur d'un événement de fête bouillonnant. Oui, nous on avait commencé en fait avec mon collectif départemental à préparer ces Jeux depuis 2 ans maintenant, à participer à diverses actions au sein de notre département. Et donc, on a pu être pris en charge par le département pour participer en fait à Paris 2024 et à ces JO dans les meilleures conditions possibles. Et est-ce que tu aurais, Julie, une petite anecdote à nous donner en tant que volontaire qui t'a marqué? Je pense qu'on a des anecdotes avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, mais c'est vrai que la rencontre avec Zinedine Zidane la veille de la cérémonie d'ouverture, ça reste quand même, oui, ça reste vraiment quelque chose d'inoubliable. Et vous avez pu assister à certaines épreuves. Il me semble que les volontaires avaient le droit d'assister à des épreuves. Est-ce que vous avez eu cette chance? Oui, j'ai pu participer et voir les épreuves de badminton lors des phases qualificatives. Ok, seulement le badminton? Oui. D'accord. Et je suis obligé de vous en parler un petit peu, ces fameuses tenues des Jeux Olympiques des volontaires. On a vu que certains préféraient les vendre pour gagner un petit peu d'argent. Est-ce que c'est votre cas? Non, pas du tout. Moi, je la garde vraiment pour la symbolique et le souvenir. D'accord. Et vous avez vu un petit peu cette petite polémique? Vous avez vu d'autres volontaires qui ont vendu leur... Il y avait le fameux bob multicolore. Est-ce que vous avez vu certains qui en ont vendu, qui ont voulu le vendre, pardon? Alors j'ai vu, oui, beaucoup sur les réseaux sociaux, le fait que toute la tenue se vend et particulièrement notre bob très coloré. Mais c'est vrai que moi, le mien en tout cas, je le garderai vraiment en souvenir. Et on rappelle, les volontaires n'étaient pas payés pendant ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez eu des petits goodies, des petits cadeaux en plus ou pas du tout? Oui, on a eu quelques cadeaux aussi en fin de mission, mais tout au long de notre mission, on a eu notamment une montre à l'effigie et aux couleurs en fait de Paris 2024 et de notre uniforme. Mais on a eu aussi tout un pack souvenir en fait avec une serviette de plage floquée à Paris 2024, une gourde et plein d'autres petits goodies. Ça restera un moment inoubliable aussi. Peut-être vous êtes étudiante, une petite ligne au CV forcément de mettre les Jeux Olympiques 2024 en avant. Est-ce que c'était aussi dans votre tête d'avoir une expérience unique à partager et à faire valoir aussi dans votre avenir? Oui, je me suis dit c'est toujours quelque chose qui peut nous servir sur un CV. Et c'est vrai que Paris 2024, après on l'a appris il n'y a pas très longtemps, à nous créer tous une vignette en fait à insérer sur nos CV pour la suite de nos parcours respectifs. Et Julie, qu'est-ce que vous voulez faire vous par la suite? Vous faites des études et de quoi vous avez envie de vivre après? Donc j'ai intégré une nouvelle formation sportive et donc de pouvoir rester vraiment dans le sport tout au long de ma carrière. Moi j'ai une question pour Camarade vous, Julie. Vous qui donc avez été bénévole, qui avez vu les Jeux de l'intérieur, quel est le moment, l'image qui vous a le plus marqué puisque vous avez vu l'envers du décor? Pour moi c'est vraiment c'était un peu en amont, c'est vraiment le passage de la flamme qui nous a annoncé l'arrivée de ces JO et puis après le défilé des athlètes devant nous, c'est vraiment les 2 images les plus marquantes. Et vous avez été remercié, on va dire, même par un petit mot un peu officiel du COJO, de Tony Estanguet, éventuellement même du président Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous avez eu? On a tous reçu, donc c'est des mails de Paris 2024 et de Tony Estanguet avec des messages personnalisés qui nous remercient en fait pour notre investissement tout au long de ces Jeux. Et est-ce que vous, après avoir fait les Jeux Olympiques, vous allez poursuivre votre aventure, on va dire, de bénévole pour les Jeux Paralympiques? Malheureusement, je ne peux pas être présente aux Paralympiques, mais c'est vrai que si j'ai l'occasion d'aller voir une épreuve, ça serait une façon de continuer à participer. Parce que, est-ce que vous avez réussi, on va dire, à vous manifester ou à aller voir quelques épreuves quand même pendant cette période de volontariat, ou vous étiez beaucoup trop concentré sur votre tâche?
Donc j'ai réussi à avoir une épreuve, mais c'est vrai qu'après on était tout le temps à l'aéroport pour les accueils des différentes délégations. Encore une petite question. Julie. C'est comment ça se passait au niveau horaire, ces journées, comment ça, vous travaillez combien de temps par jour environ? On avait des postes de 7 à 8 heures, répartis sur différents créneaux dans la journée. Vous nous avez parlé de la Boscarini. symbolique du fait d'être volontaire, de ce moment qui peut n'arriver qu'une fois dans une vie. Si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Avec grand plaisir. Et est-ce que vous, par exemple, en tant que spectatrice de tous ces Jeux Olympiques, vous avez eu, à titre personnel, envie de vous engager dans un sport? Est-ce que vous avez été témoin, on va dire, de scènes ou même de la mentalité de certains athlètes où vous avez dit, mine de rien, vraiment, en plus de mon cursus, j'aimerais m'investir, peut-être même dans une fédération, en tant que bénévole, peut-être dans un club d'un sport quelconque? C'est vrai que moi je suis déjà très investie dans le sport que je pratique, mais c'est vrai que voir ça donne toujours envie de vouloir faire plus et de vraiment poursuivre en fait tous les efforts jour après jour. Qu'est-ce que vous faites par exemple déjà? Je suis entraîneur bénévole dans le club où je suis licenciée. Club 2? Le club de badminton où j'entraîne des petits de 7 à 10 ans. C'est pour ça que vous êtes allé voir le badminton. À vous de les former maintenant pour qu'ils soient aux Jeux Olympiques aux prochaines éditions. C'est ça. On aimerait bien. Merci beaucoup, Julie, volontaire pendant les Jeux Olympiques, d'avoir été avec nous, et de fait, bravo pour votre engagement volontaire et même votre investissement au quotidien pour le badminton, pour le sport et dans toutes les diverses activités. J'ai pas doute que la route est toute tracée pour vous. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Merci, le camarade Clément. Oui, rendez-vous demain même heure, ce sera la dernière. Exactement, midi, 13h toujours, et on vous retrouvera également, mon cher Jules, dès la matinale demain, évidemment, dans les JO, dans tous leurs états. Avec grand plaisir. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.